Québec. Évidemment, très fière de vous recevoir dans un décor que je dirais de carte postale. Je me présente, moi je suis Jennifer Pina, conseillère en économie circulaire au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, qu'on appellera aujourd'hui le CTTEI. Et le CTTEI coordonne ce projet-là pilote sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et si vous acceptez, on va utiliser l'acronyme EFC pour le reste de la journée. C'est un deal? Merci. Alors, je vois les visages, on a un peu réseauté au début, il y a vraiment beaucoup d'acteurs de l'écosystème, de l'économie circulaire qui sont présents ici. Merci encore de votre présence. Et qu'est-ce que c'est que l'EFC? Bien, c'est une stratégie de l'économie circulaire. Oui, mais encore, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Alors, nous, on a identifié ça comme un nouveau modèle économique qui permet d'optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un bien, en réduisant l'empreinte écologique et aussi en s'assurant du bien-être des individus et des collectivités. On ne les oublie pas dans notre modèle. Je vais d'abord passer la parole à Madame Claude Maheu-Picard, qui est directrice générale au CTTEI. Bienvenue à ce dîner-conférence sur la thématique de l'EFC, l'économie de fonctionnalité et de la coopération. C'est un événement vraiment important pour nous aujourd'hui parce que c'est le point d'orgue d'une aventure qui a commencé il y a 18 mois. Une aventure au cours de laquelle 20 entreprises ont amorcé une transition vers l'économie circulaire en s'engageant dans un nouveau modèle d'affaires qui est l'EFC. Ces entreprises-là ont bousculé leur paradigme, revu leurs pratiques, convaincu leurs employés, ont investi du temps, ils ont investi de l'argent pour aller jusqu'au bout de la transformation. Alors, vous avouerez que ça en prend vraiment du courage entrepreneurial, de la vision pour faire ce que ces entreprises-là ont accompli. Elles n'ont pas fait ça seules. Elles ont été accompagnées par une douzaine d'experts, expertes en économie circulaire et en stratégie d'affaires, qui eux aussi n'ont pas eu peur de sauter sans parachute et de relever le défi de simultanément intégrer des nouvelles connaissances, des nouveaux concepts et guider les entreprises. J'insiste sur le mot « simultanément ». Et votre engagement à tous, c'est la base de la réussite du projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis, à l'origine, quand on a monté ce projet-là, il n'y avait pas de pandémie à l'horizon. Donc, le succès est double. Tant qu'à moi, on peut avoir double de points pour avoir vécu cela en contexte pandémique. Plus de résilience aux soubresauts économiques, environnementaux et sanitaires, plus de collaboration avec leur clientèle. Les bénéfices de l'EFC pour les entreprises sont vraiment nombreux. Une fois que leur transition sera complètement achevée, ils pourront tous en témoigner dans quelques mois. Et si moi, je ne vous ai pas encore convaincu de tous les avantages de cette stratégie de l'économie circulaire, je suis persuadée que nos panélistes d'aujourd'hui sauront le faire parce qu'on a la chance d'avoir directement de la France avec nous aujourd'hui M. Paul Boulanger, qui est expert en économie de la fonctionnalité de la firme Picaya, et 3 entreprises qui vont témoigner de leur expérience. Donc, je tiens à remercier Action Climat Québec pour le financement accordé, qui nous a permis de démontrer 2 choses. Premièrement, que oui, c'est encore possible d'innover au niveau des modèles d'affaires au Québec. Et deuxièmement, que c'est possible de concilier les enjeux environnementaux et la rentabilité économique. Check. Merci aussi à RSE Québec, qui est commanditaire de l'événement d'aujourd'hui. Et bien sur ce, je vous laisse avec un petit mot de la part de Mme Sonia Gagné, PDG de RSE Québec, qui ne pouvait pas être là en personne, mais qui tenait quand même à vous dire un petit mot. Merci. Bonjour à tous et toutes et merci de m'accorder ce temps pour d'abord vous saluer et ensuite pour vous témoigner de toute la pertinence du programme d'accompagnement en économie de la fonctionnalité et de la coopération des entreprises québécoises ou de son petit nom EFC Québec.
Donc, depuis 2015, Recyc Québec a le mandat d'encourager la transition du Québec vers l'économie circulaire dans une perspective de préservation de nos ressources et de lutte au changement climatique. Et nous avons la ferme conviction que c'est possible de faire plus et de faire mieux en préservant nos ressources. Donc, cette volonté de faire un Québec sans gaspillage est partagée par chacune et chacun d'entre vous qui déploie différentes stratégies d'économie circulaire dans vos organisations et vos communautés. Donc, merci. Merci beaucoup d'être nos alliés. On est heureux de constater la forte mobilisation qu'il y a autour des stratégies de la coopération et de la fonctionnalité. C'est signe que vous avez compris, oui, que l'économie de l'avenir se bâtit ensemble, se bâtit intelligemment et durablement. Vendre l'usage et non le produit, privilégier l'efficacité au lieu de la propriété. Voici des idées qui sont derrière cette économie qui valorise l'innovation et le partage et la collaboration. Et c'est une stratégie qui est gagnante tant au niveau environnemental, économique que social. Alors, j'aimerais prendre le temps de remercier sincèrement les acteurs qui contribuent au succès de EFC Québec. Alors, je voudrais saluer particulièrement chacune des 6 organisations fondatrices du consortium, le CLD Beaume-Missisquoi, le Comité 21 Québec, le Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale, la Naudière économique, PME Montréal, Est de l'île et la SADC du Kamouraska. Une des 12 stratégies de l'économie circulaire, puis on dit souvent que c'est une stratégie phare de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. EFC? J'ai compris ce qu'il fallait faire. Donc, sortir de la logique de la vente à tout prix des produits basés sur une surconsommation des ressources pour aller plutôt vers une logique plus respectueuse des limites de la planète en privilégiant l'usage plutôt que la vente des produits. Quelle belle idée! Et cette stratégie de circularité, elle recèle énormément de potentiel, autant environnemental, économique que social, mais elle demeure encore trop méconnue au Québec. Elle demande du temps, de l'expertise, de la collaboration, j'ai envie de dire de la coopération pour accompagner les entreprises pour cette importante transition dans leur modèle d'affaires. Et c'est là que réside toute la pertinence de FC Québec avec les accompagnateurs qui travaillent en binôme simultanément. C'est ça? Donc, je salue l'audace et l'esprit innovateur des 20 entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Vous êtes vraiment des leaders au Québec. Recyc Québec suit avec grand intérêt les travaux de FC Québec depuis les débuts. On va continuer à le faire. On veut contribuer au déploiement de cette stratégie. On a vraiment la volonté d'y travailler avec vous. Donc, en ce sens, je suis là aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'entendre les expériences des intervenants, ce que vous avez vécu, les difficultés rencontrées, mais aussi les facteurs de succès. Donc ça va aider à vraiment cibler quels sont les besoins et quelles pourraient être les prochaines étapes. Donc en terminant, je tiens à remercier et féliciter les porteurs et partenaires de FC Québec. Donc au plaisir d'échanger avec vous. Merci de votre attention. Donc, en fait, je ne vais pas nécessairement parler du programme, mais plus du programme Action Climat, mais plus souligner dans le fond notre contribution à votre programme d'accompagnement en économie de la fonctionnalité auprès des entreprises québécoises. Donc, on sait qu'en mai 2021, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'une subvention de plus de 1,1 million au CTTEI, on va le dire de manière raccourcie, pour ce programme-là, qui est un ambitieux projet qui vise à sensibiliser et aussi à mobiliser de nombreux acteurs québécois aux grandes lignes de l'EFC. Donc, cette aide-là, cette aide financière, s'inscrit dans le cadre du programme Action Climat, comme l'a dit Jennifer, et ça rejoint les objectifs de notre plan pour une économie verte 2030. On a confiance que ce projet, qui est déjà bien entamé et qui a livré aussi des résultats déjà très intéressants au cours de sa première année, on est donc confiant qu'il va contribuer à accroître la mobilisation québécoise dans la transition vers une économie sobre en carbone et résiliente. En repensant de manière judicieuse et raisonnée l'utilisation des ressources et surtout en misant sur l'usage d'un bien, sur ses effets utiles et sa performance, l'EFC, on le sait,
augmente la résilience des entreprises face aux soubresauts économiques et climatiques, tout en réduisant leur impact environnemental et leurs émissions de gaz à effet de serre. Elle permet aussi de diminuer la vulnérabilité des entreprises face au cours des matières premières, réduire la production de déchets en allongeant le cycle de vie des produits et de leurs composants, tout en stimulant l'innovation dans une optique d'éco-conception. En se déployant dans plusieurs régions du Québec, le projet permet d'outiller les entreprises manufacturières au cours d'une démarche d'expérimentation, mais aussi de documentation qui vise à réorienter leur modèle d'affaires. C'est un projet qui permet à des entreprises d'être accompagnées par des experts en économie circulaire, les experts que vous êtes, et en stratégie d'affaires, et aussi que des experts externes en analyse de cycle de vie, en éco-conception et en organisation du travail et de logistique inversée. Donc, le CTTEI contribue à transformer notre société de façon durable et le gouvernement du Québec est fier de continuer à l'appuyer dans cette mission. Donc, au nom du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du gouvernement du Québec, je souhaite à toute l'équipe du CTTEI une bonne continuation dans ce projet et à tous et à toutes un agréable dîner-conférence. Merci. Bien. On m'a demandé de vous présenter quelque chose qui est un petit peu complexe. On en parlait de complexité, donc de compliqué et complexe hier, une grande partie de la journée, en une demi-heure. Donc je vais essayer de faire ça. Donc autour d'une petite initiation à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a une question de limites. Des limites au modèle économique qui est dominant. Alors, on parlait tout à l'heure justement de la question de comment est-ce comment on se passe de la logique de volume. Parce qu'évidemment, on est arrivé depuis les années 70, 80, dans une économie qui était une économie de saturation, en tout cas dans les pays du Nord, saturation des marchés, et avec une logique qui consiste à dire, plus je veux faire de chiffre d'affaires, plus je suis obligé de vendre d'unités. Et quand j'arrive à saturation d'un marché, si je veux vendre de l'unité, il faut que je sois sur un marché de renouvellement. Ça veut dire qu'à la limite, plus le produit que je vends se dégrade rapidement, plus je vais pouvoir avoir le marché de renouvellement, et donc avec les problèmes d'impact environnementaux qui sont associés à ça. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette impasse de la logique de volume qui amène à un épuisement de la planète? Mais cette logique de volume, en fait, elle s'est diffusée même dans le domaine des services. Aujourd'hui, quand on fait du conseil, quand on vend des services, en fait, on vend un fameux truc qui s'appelle des jours hommes. Ça, c'est moche comme terme. Mais n'empêche que, en fait, ça nous amène au même niveau d'épuisement, non plus pour la planète, mais pour les humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on produise... Comme on a des jours hommes qui sont vendus, qui sont soi-disant équivalents, donc en dollars canadiens ou en euros, il va falloir que je fasse, dans un jour homme, beaucoup plus de travail pour pouvoir être sûr de passer devant mes concurrents. Et donc, en fait, le même système de volume, même logique de volume, a entraîné les mêmes conséquences, aussi bien pour l'épuisement, aussi bien pour la planète que pour les humains. Donc, on se dit, OK, on est arrivé quand même maintenant à la limite d'un système, comment est-ce qu'on en sort? Oui, parce que, quand même, en fait, on change assez rarement par plaisir. Très souvent, l'humain, il est amené à changer par la contrainte, et donc c'est bien parce qu'on arrive à des contraintes d'épuisement planétaire et d'épuisement humain qu'on se pose cette question-là. Et puis alors, l'autre chose qui arrive, c'est que quand on arrive sur une saturation de marché, on se dit, bon, alors, le choix, c'est, encore une fois, les produits ne fonctionnent pas très bien, ou en tout cas, je crée de l'obsolescence, des formes d'obsolescence programmée, ça va se renouveler, ou alors je crée du besoin artificiellement. Donc, vous savez, on avait tous un téléphone il y a 20 ans, 30 ans peut-être même maintenant, chez soi, et puis qui sonnait, il était fixe, donc on l'avait pas avec nous. Puis on a inventé un téléphone qui devenait mobile, ça c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, vous voyez bien que le téléphone mobile, c'est un smartphone, avec de plus en plus, il sert de moins en moins au téléphone, il sert de plus en plus à faire plein de choses. Et puis le problème, c'est que là aussi, on arrive à inventer donc des nouveaux besoins. Derrière, ça veut dire qu'il faut inventer des nouveaux OS, de nouveaux operating systems, et de nouveau, on revient vers
et de la création de besoins et de la création de ressources derrière, ou du besoin de ressources, pardon, pour avoir des appareils qui sont de plus en plus modernes, de plus en plus fonctionnels, de plus en plus... Donc, autrement dit, moi, j'ai un appareil qui fonctionne très très bien, qui fait du téléphone, sauf que j'ai été obligé de le remplacer il y a 15 jours parce que toutes les autres fonctionnalités ne fonctionnaient plus. Alors, un monde aux limites, et Jennifer, tu peux peut-être nous montrer comment est-ce qu'on arrive à sortir en fait, de cette logique et comment est-ce qu'on attrape les choses quand on parle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. La première chose, c'est qu'on parle d'abord d'économie. Parce qu'en fait, si vous voulez, on dit toujours une entreprise, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle dure. Et pour qu'elle dure, il faut qu'elle soit rentable. Donc à un moment, si on ne s'intéresse pas à des enjeux purement économiques, on est dans un monde idéal surtout, et puis en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc on s'intéresse à tout ce qui est écrit en bleu, là, et faites-moi confiance, parce que quand vous êtes tout au fond, là, vous ne devez pas forcément le voir très bien, mais c'est quelle activité est-ce qu'on fait, c'est-à-dire en fait, quelles sont les gammes de produits, de services qu'on vend, et puis à quoi ça sert. Et ça, c'est la première étape de l'économie de la fonctionnalité. C'est de se dire, finalement, quand on vend une voiture, par exemple, à moins que vous soyez un grand collectionneur de voitures, a priori, ça vous sert à vous déplacer d'un point A à un point B. Quand on commence à penser comme ça, on se dit, ok, est-ce que c'est une voiture qu'il faut que j'ai, ou est-ce que c'est autre chose ? Je vais venir après sur cette question de éventuellement autre chose. Mais de toute façon, on va commencer à réfléchir à quoi sert ce que je vends, et on va se rendre compte aussi que parfois, ce qu'on fait n'est pas forcément utile. Donc ça nous oblige à nous recentrer sur les effets, et c'est donc les fonctionnalités, c'est pour ça qu'on appelle ça l'économie de la fonctionnalité, les effets de ce qu'on produit. Donc on va arrêter de dire que ce qu'on produit, c'est de la voiture. En fait, ce qu'on produit, réellement, c'est une capacité de déplacement d'un point A à un point B, donc une forme d'autonomie des personnes. Première étape, c'est ça. Et puis deuxième étape, pour l'économie de la fonctionnalité, c'est de se dire, ouais, mais en fait, il y a une visée qui est supérieure, et c'est bien pour ça que vous l'avez intégré à la notion d'économie circulaire, c'est en quoi est-ce que ça sert les projets de société, et puis en quoi est-ce que ça sert aussi la biosphère, c'est au moins en quoi ça ne dessert pas la biosphère. Vous avez certainement tous en tête, vous savez, quand on parle de développement durable, très souvent, on a 3 cercles comme ça, qui sont représentés les uns, et puis qui s'entrecroisent. Et puis, il y a plein de consultants qui ont réfléchi à ça, qui ont dit qu'en plein milieu, c'était le développement durable, et puis que quand c'était la sphère sociale et puis la sphère économique, c'était insoutenable, etc. etc. Ouais. C'est pas vrai, ça. En fait, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, ce truc-là. Parce qu'il n'y a pas d'économie sans les humains, et il n'y a pas d'humains sans la biosphère. Autrement dit, ce n'est pas trois sphères qui sont autonomes les unes des autres, qui nous amènent parfois, on l'a vu dans les années 2010, quand on est arrivé, il y avait eu une mode du développement durable dans les années 2000, et puis en 2010, il y a eu la crise des subprimes. Moi, tout le monde a dit, ouais, mais alors, t'as vu, regarde, moi, je veux m'intéresser à toute la sphère économique, puis le reste, on fera du développement durable quand on aura un peu le temps. Non, en fait, c'est pas ça. La réalité, c'est que, en fait, le temps, on l'a de moins en moins, d'ailleurs, par rapport à la biosphère, donc c'est bien de se rappeler que il y a bien un encastrement, en fait, des logiques, l'économie au service de l'homme et l'homme dans un environnement soutenable. Alors voilà, ça c'est ce que j'appelle remettre l'église au milieu du village. Et alors, ce que ça nous amène à faire, peut-être un petit peu plus loin, voilà, c'est cette invitation à changer de point de vue. Je vais reprendre l'image de la voiture pour vous illustrer ça. Généralement, quand on parle de soi, quand on est un dirigeant ou quand on est dans une entreprise, on va dire ce qu'on fait. D'accord ? Donc, quand vous demandez à un fabricant de voitures quel est son métier, il dit moi, je fabrique et je vends des voitures. Ça, c'est la logique centrée sur l'offre. Et ce qu'on invite à faire, c'est justement la logique centrée sur les effets. Parce que c'est-à-dire que moi, quand j'achète une voiture, encore une fois, n'étant pas collectionneur, ce que j'achète, c'est une capacité à me déplacer. Et il faut bien comprendre que les effets, parfois, ils sont utiles. Ouais. C'est-à-dire que quand je dois me déplacer, que j'habite au sud de l'île de Montréal et que je dois me rendre à Montréal, c'est très utile. Et puis, on se rend compte que parfois, ça peut perdre son utilité. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites des travaux dans un tunnel, et là, ça crée des effets inutiles. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de 3/4 d'heure pour rentrer sur l'île à 2 heures, donc x2, c'est-à-dire 4 heures par jour. Et là, vous comprenez que votre voiture, là où à un moment elle avait une utilité, tout à coup, c'est beaucoup moins évident. De la même manière, si vous allez un soir en plein cœur de Montréal voir un spectacle ou des amis,
et que quand vous revenez, la voiture n'est plus à sa place parce qu'en fait, vous étiez parqué à un endroit où ce n'était pas autorisé, là aussi, ça devient assez franchement inutile d'avoir pris une voiture. Autrement dit, si vous voulez dire que la voiture est en soi utile, ça n'est pas une réalité, c'est une réalité située. Ce qui est utile, c'est de pouvoir se déplacer, encore une fois, de manière pertinente. Et donc parfois, c'est grâce à des vélos qu'on se déplace, c'est beaucoup mieux. Et on ne prend pas... enfin, en tout cas, c'est rarement que la police enlève un vélo parce qu'il est mal garé. Ensuite, une question centrée sur les procédures. C'est-à-dire, en fait, on se dit... dans l'économie industrielle ou dans la logique industrielle, on va se demander comment on arrive à gagner mieux davantage d'argent. Et pour gagner davantage d'argent, il faut être de plus en plus efficace. C'est-à-dire, en fait, il faut sortir la voiture au moindre coût. Alors que quand on est sur l'économie de la fonctionnalité, je vais forcément élargir un peu le truc. C'est-à-dire que je vais me dire, OK, si je veux vraiment réfléchir à la question du déplacement, c'est-à-dire du déplacement pertinent, à ce moment-là, je vais plus m'intéresser sur comment est-ce que je vais augmenter la capacité à faire en sorte que mon client, peut-être qu'il va m'acheter une voiture, mais peut-être qu'en fait, il va m'acheter du déplacement. À ce moment-là, il trouve vraiment le déplacement adapté au bon endroit, au bon moment. Et je vais me dire, aussi bien sur les ressources que sur l'écosystème, peut-être que j'ai intérêt à travailler, à faire de l'autopartage, par exemple, et à travailler avec d'autres firmes qui, elles, vont permettre de louer des bicyclettes, d'avoir accès à des trottinettes électriques, et puis que sais-je encore, qui vont me permettre à ce moment-là de vraiment servir et adresser la fonction se déplacer de manière pertinente au bon endroit et au bon moment. Et puis enfin, une dernière invitation à changer de point de vue, c'est sur le revenu. En fait, dans l'économie classique, la métrique, c'est très souvent le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si on veut dire que l'entreprise est en bonne santé, on regarde sa courbe de chiffre d'affaires. Bon, il faut quand même qu'elle soit rentable, mais on regarde surtout ça, quoi. En fait, dans l'économie de la fonctionnalité, on va faire des formes de déplacement. C'est-à-dire, on va se dire, on en parlait ce matin encore, on se disait, si un client n'est pas en capacité de m'acheter quelque chose, par contre, peut-être qu'il va être en capacité de me mettre en relation avec d'autres clients. Et ça, pour moi, ça a de la valeur. Peut-être aussi que, en fait, mon intervention va permettre de faire des économies avec ce client. On peut imaginer que le fait que je lui loue une voiture plutôt que je la lui vende, ça va faire tout un tas d'économies sur l'entretien, sur justement les problèmes de police, etc. Et donc, on va réfléchir à comment est-ce qu'on partage éventuellement ces sources de revenus que chacun va avoir dans son côté, dans son coin, et se dire, OK, au lieu de te vendre une voiture, je vais te louer, et puis toi, tu vas aussi me rémunérer sur tout ce que je t'évite comme coût. Donc on a des métriques qui sont assez radicalement différentes. Logique de volume, logique d'optimisation industrielle, logique de chiffre d'affaires vers d'autres formes de mesure de la performance. Et puis après, je vais vous donner peut-être un exemple. Ça c'est toujours plus facile que des longs discours. Je vais vous donner l'exemple de la société Dumont Énergie. Alors, pour vous donner aussi un petit retour d'expérience quand même sur ce qui se passe en France, Dumont Énergie, ça fait 15 ans qu'ils se sont engagés dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça fait partie des pionniers en France. Et leur histoire, elle se déploie sur 5, 6, 7 ans. Il faut se rendre compte qu'en fait, la mutation, ça se fait sur le temps long. Parce qu'en fait, on est amené à réinterroger beaucoup de choses sur le marché, sur la manière de financer, etc. Alors Dumont Énergie, d'abord, Didier Dumont, à l'origine, il avait l'idée... Alors c'est une société qui vend des équipements de chauffage, donc des chaudières. Ouais. Et cette personne, Didier Dumont, se disait, moi, j'arrive à une forme d'impasse dans mon modèle, parce que finalement, je me rends compte que si je veux continuer de vivre, il faut que je vende de plus en plus de chaudières. Alors déjà, on n'achète pas des chaudières tous les 4 matins. Bon. Et puis, d'un point de vue de ses valeurs, ça ne marchait pas, quoi. C'est-à-dire, il disait, moi, j'ai envie d'avoir de moins en moins d'impact sur l'environnement. Sauf que quand il a commencé à réfléchir à éco-concevoir ses chaudières, il s'est rendu compte que
S'il restait sur le modèle économique classique, il allait vendre de moins en moins de chaudières, parce qu'elles étaient de plus en plus robustes, et que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que ça allait faire une société qui avait moins de chiffre d'affaires. Donc, partant de cette impasse-là, il a rejoint un dispositif qui a été créé dans le nord de la France, autour de, justement, cette économie de la fonctionnalité et de la coopération. La première... Alors, juste, je fais un petit élément de sous-titre, hein, c'est que, je vous dis, on change pas, on change en général par nécessité ou par volonté. Bah là, Didier Dumont, il l'a fait par nécessité, parce qu'il en avait marre, en fait, d'avoir un impact environnemental, mais il l'a fait aussi, vous comprenez bien, par volonté, parce qu'autour de valeurs, hein, qu'il portait. Première révélation, et ça s'est passé, en fait, quand il nous le raconte, c'est assez amusant, parce qu'il nous raconte cette histoire, il nous dit, je me rendais bien compte qu'il fallait que je parle différemment avec mes clients, et un jour, il y a un client qui est venu me voir et qui me dit, je voudrais acheter une chaudière. Et je lui ai dit, vous l'avez plutôt verte ou plutôt rouge, la chaudière? Les clients, ça a un peu de temps de recul, et il dit, je m'en fiche complètement. Ah bon, d'accord, donc en fait, c'est pas d'une chaudière dont vous avez besoin. Non, c'est de quoi alors? J'ai besoin d'avoir du chauffage chez moi. Ok. Donc en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un confort thermique chez vous, une température, mais à la limite que ce soit une chaudière, la mienne, une verte, une bleue, vous vous en fichez. Okay, donc vous voulez bien avoir, votre objectif, c'est d'avoir ce confort thermique. Et ça a été une forme un peu de révolution copernicienne pour lui, parce qu'il s'est dit, finalement, mon vrai métier, c'est pas de vendre des chaudières, c'est justement de vendre le confort thermique. Ok, alors, il est allé un peu plus loin, il s'est dit, bon, très bien, donc pour vendre du confort thermique, si je voulais vraiment changer mon métier, ou mon modèle économique, comment il faudrait que je m'y prenne? Donc il a commencé à regarder un peu ce que ça faisait, quels étaient les constituants du confort thermique. Et il s'est rendu compte que ça dépendait quand même pas mal dans les appartements de où était placé le chauffage, de comment était mis en place le système d'aération. Donc il s'est dit, ça ne dépend pas que de moi, déjà. C'est-à-dire ça dépend de comment c'est installé. Bon. Ça, c'était la première étape. Et puis, la deuxième étape, ça a été quand il a commencé à parler aussi avec des bureaux d'études thermiques. Les bureaux d'études thermiques, ils ont dit, tu sais, hein, quel que soit le système de chauffage, en fait, le gros problème, c'est l'enveloppe. En fait, 50% du confort thermique et des dépenses énergétiques, en termes de chauffage, c'est lié au bâtiment. Alors, je pense que ça, c'est vrai pour la France. Peut-être qu'au Québec, c'est peut-être 60-70%, d'accord? J'en sais rien. Mais en tout cas, en France, c'est ça. Et donc, il s'est dit, OK, comment est-ce que je vais m'y prendre à ce moment-là? Parce que quand il est allé sur des chantiers, et ça, c'est, vous voyez, première dimension, quelles sont les limites du modèle? Deuxième dimension, c'est, je me rends compte que, en fait, ce n'est pas des chaudières que je vends, c'est une fonction, la fonction chauffer et le confort thermique. Et puis, la troisième dimension, c'est qu'il est allé observer le travail réel. C'est un des éléments aussi clés de l'économie de la fonctionnalité, parce que on se rend compte que c'est dans le travail réel, dans comment la manière les choses se jouent, qu'on se rend compte des limites. Et là, en l'occurrence, la limite, je vais vous la raconter, c'est qu'il s'est rendu compte, en allant sur beaucoup de ses clients, ça se passait dans des rénovations thermiques de bâtiments, hein, de maisons individuelles. Et quand il est allé regarder comment se passait un chantier de rénovation thermique, il s'est rendu compte de quelque chose d'assez classique, en fait. C'est que, donc, logiquement, ce qui se passe sur un chantier, c'est que vous avez l'électricien qui vient, qui pose tous les câbles, etc. Puis après, vous avez le plaquiste qui vient, qui fait l'isolation, et puis après, tout se passe bien, on fait la peinture, etc. Et puis, en fait, comme ça ne se passe pas comme prévu, il s'avère que le plaquiste, l'électricien, il s'est cassé un bras, que le plaquiste est venu avant, et que quand l'électricien vient la semaine suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un joli appareil, il fait des très belles saignées, donc ce qu'on appelle des ponts thermiques, un peu partout, pour pouvoir mettre ses fils. Okay, donc autrement dit, sur le papier, la maison a été censée être isolée. Dans la réalité, elle ne le sera pas du tout. Et donc, ça a été la deuxième étape. Je vais dire que première étape pour Didier Dumont, ça a été de se dire, OK, je ne vends pas des chaudières, je vends... Deuxième étape, ça a été de se dire, mais en réalité, si je ne participe pas à la performance thermique du bâtiment, ça ne va pas marcher non plus, quoi. Et donc, ça a été sa deuxième révolution, ce qui a été aussi mené et permis, rendu possible, parce qu'il y a justement un dispositif comme le vôtre, là, qui avait émergé. Donc, le premier dispositif lui avait permis de faire sa première révolution. Et le fait qu'il puisse participer à un deuxième cercle, alors cette fois-ci, c'est un cercle qui était un cercle professionnel. C'était toujours autour de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, mais sur ce qu'on appelle la sphère habitée.
Donc il a travaillé avec d'autres dirigeants de cette sphère habitée pour voir comment est-ce qu'il pourrait trouver une solution à son problème qui était il faut que l'enveloppe soit effectivement performante d'un point de vue thermique. Et il a comme ça créé une offre, développé une offre de service qui est une offre clé en main, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, son métier, mais en coopération avec d'autres, et c'est le nouvel élément que je veux apporter ici, c'est cette notion de coopération, en coopération avec d'autres, c'est-à-dire avec des architectes, avec des bureaux d'études thermiques, et puis avec des différents corps de métier, ils font en sorte de prendre en charge en fait toute la rénovation thermique du bâtiment, l'intégralité de la rénovation thermique du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est vous vous inquiétez pas, on fait l'intégralité du chantier, et puis après, moi, pour du Dumont Énergie, je viens vous vendre la performance thermique. Et ça vous enlève en fait une énorme épine du pied qui est que votre chantier, vous n'avez pas à le gérer, et vous savez que vous obtiendrez effectivement bien la performance qui a été visée. Voilà comment est-ce qu'on passe d'une question qui est est-ce que votre chaudière, vous la voulez verte ou rouge, à une solution complète qui est une performance thermique d'une maison qui a été rénovée par un dispositif coopératif. C'est-à-dire que ça ne marcherait pas si Didier Dumont, à un moment, n'avait pas lâché prise un peu en se disant en fait, c'est pas moi qui vais gagner tout l'argent autour de cette question de rénovation thermique, ça va se partager, et puis on va apprendre à coopérer d'ailleurs, parce que vous savez, ça ne marche jamais du premier coup, c'est-à-dire qu'en fait, justement, entre le plaquiste et l'électricien, il y a encore eu 2 ou 3 bugs, il a fallu les débugger, apprendre à travailler ensemble, et maintenant c'est effectivement une offre de service qui fonctionne, de rénovation de A à Z et de performance thermique du bâtiment. Voilà comment est-ce que, à travers ce récit de Didier Dumont, je pouvais présenter l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors maintenant, quels impacts est-ce que ça a 2, 3 idées. D'abord, pour les dirigeants. Alors, on a eu la chance, il y a quelques années, d'être missionné par l'ADEME, qui est notre agence de l'environnement en France, pour faire un peu un état des lieux de où on en était de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et puis qu'est-ce que ça avait apporté dans les entreprises. Ce que ça l'avait apporté, de manière surprenante, un des éléments qui ressort assez souvent, c'est la question du sens au travail. Vous vous rappelez la question de l'encastrement, là, l'économie au service de l'humain, et en fait, ça redonne du sens. C'est-à-dire que si mon métier à moi, on comprend bien, c'est de fabriquer des chaudières, c'est déjà un métier qui a du sens en soi, qui est intéressant. Mais si mon métier à moi, ça devient de faire en sorte que les gens ils soient bien chauffés chez eux, mais que ça ait un impact très très positif sur l'environnement parce qu'on utilise moins de chaudières, donc moins de matière, mais aussi beaucoup moins d'énergie. Et je peux vous dire qu'avec la crise du prix de l'énergie en Europe, là, ça va acquérir beaucoup de valeur, ce qu'ils ont fait là. Et ça donne plus de sens dans mon métier au quotidien. Et de la même manière, il y a comme ça énormément d'exemples où ça a décalé ou recalé. J'ai un autre exemple d'un call center dans le nord de la France, là aussi, où auparavant, donc, vous savez, c'est les sociétés qui prennent les rendez-vous pour les médecins. D'accord ? Donc, en fait, leur modèle économique, il est lié au nombre de rendez-vous pris par jour. Donc, il faut aller le plus vite possible. Et à la limite, peu importe de savoir si on surcharge le calendrier des médecins. Ils ont réinventé leur modèle économique et désormais, leur proposition de valeur, c'est de faire en sorte qu'on ait le meilleur soin possible, mais avec la meilleure qualité de vie possible pour les toubibs aussi. Donc vous comprenez que les téléopératrices, ça fait quand même toute une différence de dire, moi, il faut que je réponde le plus vite possible, et à la limite que je me débarrasse de la personne que j'ai en face, ou de passer de ça à, en fait, je contribue sur mon territoire à ce que les gens aient un soin qui soit adapté et que les médecins ne partent pas en burn-out. Tout ça, c'est le sens au travail. Deuxième chose, c'est le gisement de valeur ou d'innovation. On voit bien que Didier Dumont, il a innové sur au moins deux aspects. Un premier aspect qui est le fait que, en fait, ils ont réussi, avec son écosystème coopératif, à mettre en place des systèmes de coopération entre des artisans. C'est très compliqué de faire coopérer des artisans. Donc, système de coopération au service de la rénovation thermique des bâtiments. Donc ça, c'est plutôt presque du no-tech, parce qu'en fait, c'est juste des changements de pratique. Et puis après, lui, il a aussi fait de l'éco-conception de ses chaudières. Donc ça, c'est plutôt du low ou du high-tech. Mais il y a beaucoup d'innovation qui est faite à travers ça. Et puis, évidemment, le facteur de différenciation.
En fait, on n'est même plus mis en concurrence sur les mêmes... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didier Dumont, il n'est plus mis en concurrence avec des fabricants de chaudières, puisque son métier, c'est de gérer des travaux de rénovation thermique. Donc vous voyez bien qu'en fait, on déplace tellement la logique concurrentielle que même on sort de l'endroit où on était. Et donc ça crée effectivement des facteurs de différenciation très importants. Ça, c'est pour les entreprises. Et puis pour les territoires, je vais vous demander de me faire confiance, surtout quand vous êtes au fond. En fait, on a mis en place des systèmes d'analyse de retombées pour les territoires de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Il y a deux aspects qui sont pris en charge. Un premier aspect qui est assez compréhensible, qui est en fait comment est-ce que les entreprises qui se développent autour de l'EFC redistribuent sur les territoires, donc à travers les salaires et les achats en particulier. Donc là, c'est le modèle de Léontief qu'on mobilise. Comment est-ce que ça vient enrichir et apporter de la richesse au territoire. Mais ce qui est beaucoup plus important, et c'est ce qui est sur la droite là, c'est comment est-ce que les processus de délivrance de la valeur, c'est-à-dire le processus de fabrication, et puis ensuite la mise en œuvre sur tout le cycle de vie des produits, comment est-ce que tout ça vient atténuer des impacts, comment est-ce que ça vient éventuellement bonifier, créer de la valeur environnementale, mais aussi sociale et sociétale, et comment ça vient éventuellement réduire des risques. Petite illustration là-dessus, il y a une société qui s'appelle Totem Mobi, qui est du côté de Aix-Marseille, en France, ils ont mis en place en fait un système de partage de véhicules, donc rien d'original jusque-là, sauf qu'en fait ils l'ont fait sous forme ce sont des jetons, c'est-à-dire qu'il y a des abonnements qui sont très très différents selon les personnes qui souscrivent cet abonnement. Donc parfois ce sont des entreprises qui ont pris un abonnement, hein, donc leurs salariés peuvent utiliser les voitures qui sont en free floating. Et puis parfois aussi, ce sont des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi. Alors comment est-ce que ça fonctionne, le truc? C'est que vous payez de l'argent, mais vous pouvez aussi gagner en fait des jetons si vous prenez la voiture pour la remettre dans des endroits qui sont plus utilisés. Hein, vous voyez, quand il y a une voiture qui a été déposée quelque part un peu loin du centre-ville, si vous la ramenez, vous, en centre-ville, vous gagnez à ce moment-là des jetons. Et ça a permis comme ça, entre ça, ce modèle-là, le fait qu'ils ont rajouté de la publicité, en fait, le fait que des acteurs publics ont contribué aussi au modèle économique, ils ont pu développer des tarifs différenciés, et les gens qui sont éloignés de l'emploi peuvent avoir accès à ces voitures-là, alors qu'on sait que les gens qui sont éloignés de l'emploi, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'aussi, ils n'arrivent pas à financer un véhicule. Juste pour que vous compreniez la chose jusqu'au bout, c'est qu'en fait, ce qui fait que des institutions publiques ont décidé de financer ça, c'est que c'est précisément le modèle économique de Totem Mobi permettant à des gens qui étaient éloignés de l'emploi de retrouver un emploi grâce à la mobilité. Ils ont dit ça nous intéresse, donc on va subventionner. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que c'est de la valeur créée, elle peut être environnementale, mais elle peut être aussi sociétale, hein, c'est-à-dire que ça peut permettre à un territoire de mieux vivre, et notamment des gens, comme je viens de le dire, éloignés de l'emploi. Ça, c'est pour les retombées pour le territoire. Alors maintenant, et un dernier point, c'est les enjeux et éventuellement les limites qu'on rencontre aujourd'hui. Alors parmi les limites, les défis qu'il faut qu'on relève, il y en a un qui est le fait qu'on propose des nouveaux modèles économiques, mais dans un océan de modèles économiques dominants, qui est par exemple le lien entre le coût global et le prix d'achat. Donc, si vous voulez, on a énormément d'acheteurs qui sont rémunérés, publics ou privés, qui sont rémunérés sur le prix d'achat, c'est-à-dire sur la performance, en fait, comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir de la part de leur fournisseur un meilleur prix que l'autre. Mais la question du coût global de possession n'est pas pris en compte là-dedans. Ouais. Et si on ne regarde pas le coût global de possession, à ce moment-là, pour moi, c'est très facile de vous proposer un produit low cost qui va tomber en panne dans 2 ans. Ouais. D'ailleurs, moi, ce sera vraiment avantageux, puisque dans 2 ans, je pourrai le renouveler.
tandis que quelqu'un d'autre aurait un produit qui durerait pendant 5 ans, mais qui coûterait un peu plus cher. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, ne serait-ce que d'abord de reconnaissance de cette question du coût global de possession, et puis de mode de rémunération aussi des acheteurs. S'ils sont intéressés, c'est-à-dire s'il y a de l'incentive sur le fait de baisser le prix au maximum, à ce moment-là, vous pouvez toujours y aller sur l'économie de la fonctionnalité, c'est quand même compliqué. De la même manière, la question de CAPEX versus OPEX, ou alors dépenses d'investissement versus dépenses de fonctionnement. Je vous dis, je ne sais pas très bien comment ça se passe au Québec, mais dans la comptabilité publique en France, on a vraiment une séparation très très forte entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Et le problème, c'est que si vous êtes sur le coût global de fonctionnement, c'est sur les dépenses d'investissement que vous allez récupérer le truc. Ouais, c'est-à-dire que je vais dire, ok, je vais investir dans, je sais pas, moi je fais construire une école. Si cette école elle est très bien isolée, à ce moment-là, c'est après 20 ans, 25 ans, 30 ans que je vais voir le retour sur investissement. Or, nous là, on vient faire ce type de promesse. Sauf que comme c'est avec un modèle économique où on est sur un modèle où vous allez payer tous les mois pour avoir accès aux biens, ça tombe dans les dépenses de fonctionnement. Donc vous avez des collectivités qui disent ouais, sauf que nous, il faut qu'on baisse nos coûts de fonctionnement, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Et donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'acheter la voiture plutôt que d'acheter la fonction de déplacement. Et de la même manière, en CAPEX-OPEX, on a eu, nous, des cas de dirigeants, alors qui étaient des dirigeants salariés. On discute pendant 2 heures avec eux en disant ok, voilà comment on pourrait être plutôt sur la location d'un bien plutôt que l'achat. Et au bout de 2 heures, il nous dit, moi, je suis sûr que je vais gagner de l'argent, c'est passionnant, sauf qu'en fait, ce que me demandent mes actionnaires, c'est de procéder, d'être meilleur en OPEX, donc d'avoir une meilleure rentabilité. Or, comme ce que vous allez me proposer, ça va plutôt plomber un peu ma rentabilité puisque je vais avoir plus de charges, non, je vais continuer d'acheter. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de coopération et d'engagement. Vous comprenez, par exemple, que sur l'exemple de Didier Dumont, ça prend du temps, en fait, d'élaborer des écosystèmes coopératifs. Donc si demain, les artisans se disent non, je vais gagner un peu plus d'argent, je vais faire tel coup ici ou tel coup là, ça ne va pas fonctionner, on ne va pas avoir le retour sur investissement. De la même manière, si je te dis, au lieu de te vendre je vais prendre une voiture, je te la loue, je sais que je te la loue, je te mets à disposition une solution de transport. Je sais que moi, en tant que fabricant de voitures, ça va prendre beaucoup plus de temps au moins de rentabiliser ou d'arriver au prix global de la voiture et ensuite de le dépasser. Donc si jamais la personne avec laquelle j'ai contractualisé me dit au bout de 2 ans, non, excuse-moi, finalement ton truc ça m'intéresse plus, moi je serais jamais arrivé à aller au-delà du prix de vente de ce véhicule. Ça veut dire que là, on a un vrai problème sur la question de l'engagement, aussi bien dans l'écosystème coopératif, je reprends l'exemple de Didier Dumont, que pour les clients. Il faut qu'on arrête le zapping. Ce n'est pas possible de continuer ou de mettre en place l'économie de la fonctionnalité sinon. Et puis enfin, il y a la question du financement du développement. Alors ça, vous comprenez que si au lieu de vendre les biens, au lieu de vendre mes voitures, je les mets à disposition dans une offre globale de déplacement, de transport, je vais rester, moi, propriétaire de l'ensemble de mon parc. Ça veut dire qu'il va falloir, normalement, mon modèle économique, il fait que une fois que je fabrique la voiture, je la vends, et donc ça me permet de financer les voitures que je fabrique en suivant. Là, en fait, je vais augmenter très très largement l'intensité capitalistique de mon activité. Et ça, c'est très compliqué à financer. Parce qu'en fait, d'une part, les actionnaires, en général, quand ils rentrent en haut de bilan,
bon, ils ne financent pas ce type de choses. Ils peuvent effectivement financer un petit peu de cash flow, mais l'essentiel, ce n'est pas sur des dépenses d'équipement. La dette, à un moment, il y a des ratios. C'est-à-dire les banquiers ils disent le ratio entre le capital et l'endettement. Donc on ne peut pas non plus mobiliser la dette sans arrêt pour financer ça. Et puis, le crédit bail, en fait, ce n'est pas une super idée non plus, parce que le principe même de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, je reprends l'exemple de Didier Dumont, c'est lui, ses chaudières, là où avant, elles duraient 10 ans, parce qu'il a transformé en fait, le mode de fabrication, ce sont des chaudières qui vont durer non plus 10, mais 15, peut-être 20 ans. C'est ça l'idée. Sauf qu'en fait, le crédit bail, il sera toujours indexé sur 10 ans. Donc en fait, ça va venir me plomber complètement ma comptabilité. Bref, aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a partout, c'est la question de comment est-ce qu'on finance en fait les immobilisations qui sont associées au changement de ce modèle économique. Puis il y a un deuxième problème aussi qu'il faut qu'on arrive à dépasser et qui est mis en discussion en ce moment en France, c'est sur la question de l'assurance, parce que quand on dit qu'on reste possesseur du bien, donc là en l'occurrence, oui, ce que j'aurais dû le préciser, hein, évidemment, Dumont, il reste la propriété de la chaudière continue de lui appartenir, d'accord ? Par contre, et ça c'est particulièrement vrai dans l'habitat collectif. Sauf que le problème, c'est que le bien, il n'est plus chez lui, il est chez d'autres. Et donc, ce sont d'autres qui vont l'utiliser plus ou moins bien. Et donc, l'assureur, il va dire, attends, je ne comprends pas très bien ton histoire, là. Ça t'appartient, sauf que c'est mis à disposition des autres. Donc, en réalité, tu me demandes d'assurer un bien qui n'est même pas chez toi, dont je ne sais pas très bien quel est le niveau de protection et comment il est utilisé. Donc, ça aussi, ça pose des questions aujourd'hui, hein. Donc, c'est deux grandes limites, là, qu'on rencontre sur le financement. Et on est en train de réfléchir sur des véhicules en fait qui permettent de. Alors il y a des banques coopératives qui sont en train de réfléchir là-dessus. Enfin, c'est beaucoup de financements alternatifs qui sont en train d'émerger en France pour essayer de résoudre effectivement cette impasse. Voilà, donc en 2 mots, enfin en plus que 2 mots, ce que je pouvais dire sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que c'est un changement qui se fait au fur et à mesure. On part de limites, on se rend compte que en fait ça déplace notre manière de considérer notre business. Hein. On ne vend plus des chaudières, on vend de la chaleur. Ça demande parfois de sortir de notre zone de confort, comme disait Dumont, qui a dit avant, lui, il était fabricant de chaudières, et puis finalement, en fait, son métier, ça devient vraiment de travail autour de la construction, de la rénovation de bâtiments. Ça apporte énormément de choses pour les entreprises, ça apporte énormément de choses sur les territoires. Le gros problème, c'est que c'est énormément de choses pour le territoire ou pour les entreprises ne rentrent pas toujours dans une comptabilité. Ça coûte combien ou ça vaut combien le bonheur ? Ça, on n'a pas encore réussi à le mesurer. Et pourtant, je montrais tout à l'heure là, ce que nous demandent parfois des organisations publiques de faire, c'est qui est de la valorisation à l'échelle du territoire de l'économie de la fonctionnalité. On reste sur des métriques qui sont du vieux monde. Donc ça aussi, c'est compliqué. Et puis, je vous disais aussi, il y a maintenant des défis à relever. Et ces défis, ils ne pourront pas être relevés uniquement par les entreprises et par le monde privé. C'est-à-dire que il va y avoir un moment où il va y avoir des co-investissements publics-privés qui vont être absolument nécessaires parce que justement, le temps qu'on fasse un peu une mutation de modèle, le modèle dominant des économies, il va falloir qu'on accepte tous de valoriser en fait ce qui n'est pas valorisé ou ce qui n'est pas valorisable aujourd'hui, le bonheur et le coût de l'environnement, parce qu'aujourd'hui l'environnement il n'a pas de prix et c'est bien son problème. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? Merveilleux. Alors, merci Paul, merci beaucoup. Ça va être le moment où on va accueillir nos panélistes. Et puis, je vais replacer un peu aussi dans le contexte qu'on fait avec EFC Québec. Je pense que Claude en a parlé rapidement tantôt, mais je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Donc, juste avant d'accueillir nos panélistes, je vous rappelle, EFC Québec, on l'a dit tantôt, c'est un consortium d'organisations. Notre particularité, c'est que à la fois, on développe des outils d'accompagnement pour les entreprises, on accompagne des entreprises, elles sont là majoritairement, et on fait naître une communauté de pratiques au Québec en économie de la fonctionnalité et de la coopération.
on le verra tantôt, ce sera sûrement une des questions qu'on pourrait avoir pour Paul, c'est comment ça s'articule dans les territoires en France. On le voit, la valeur que ça a de faire se rencontrer des entreprises et de travailler ensemble. Paul nous a parlé du concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Tantôt, dans la salle, j'ai posé la question à plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui? À quoi vous attendez? Et on se rend bien compte que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est pas facile à expliquer. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui passent par l'étape de « OK, c'est de la location ». Bon, alors pas vraiment. Et en même temps, je ne peux pas vous l'expliquer de manière très simple, puisque c'est systémique. Et quand on aborde les choses d'une manière systémique, eh bien, ce serait des raccourcis intellectuels de dire c'est exactement ça. Donc, d'une manière assez pratico-pratique, on va essayer d'illustrer avec 3 des entreprises de la cohorte qu'est-ce qui se joue chez elles dans leur réflexion aujourd'hui sur leur modèle d'affaires. Parce que très clairement, c'est une trajectoire. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On a eu la chance d'avoir des entreprises françaises qui nous ont fait des témoignages sur leur propre trajectoire. Et il y en a, ça fait 10 ans qu'elles ont commencé, qu'elles ont changé leur modèle d'affaires. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout bouge demain matin. Ce n'est pas comme monter un meuble Ikea avec 8 étapes. Ce n'est pas ça, l'EFC. Alors, merci à vous de vous prêter au jeu. Ce n'est pas forcément facile, même pour eux, de parler d'économie de la fonctionnalité de la coopération. Par contre, ils savent très bien ce qu'ils vivent, eux, dans la démarche. Alors, c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Ma première question, elle est très simple. C'est pour qu'on vous connaisse un peu mieux, parce que les gens dans la salle, ils veulent savoir vous êtes qui, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites. Donc, ma première question, c'est vous, votre mission d'entreprise. Campez-nous ça un petit peu rapidement, chacun votre tour. Pierre-Marie. Oui, merci. Alors, Dumoulin Bicyclette a pour mission de mettre des gens sur des vélos. On offre des solutions de transport, en fait. C'est vraiment ça notre manière de nous présenter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens adoptent le vélo pour se déplacer au quotidien le plus possible. Donc, c'est la mission qu'on s'est donnée. Merci. Merci, Émilie. Pierre Fanfan, donc, je suis le PDG de Probiosphère, une compagnie qui est située à Rivière-du-Loup. Notre mission, c'est de protéger l'environnement par des technologies environnementales propres, je dirais des technologies environnementales très faibles empreintes en carbone, dont les bactéries et les enzymes. Véronique Poulain, Spherates Environnement. Nous, on accompagne les clients, en fait, les investisseurs et les financiers dans une démarche de revalorisation des terrains. En fait, on travaille dans le suivi de la décontamination des sols et de l'eau souterraine. On est des consultants en environnement. Merci. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas noté, mais ce qui est intéressant, Paul l'a dit tantôt, la première étape, c'est l'impasse. La deuxième, c'est la fonction, le regard qu'on porte sur son propre métier. Et juste la manière dont ils se présentent, ces 3-là, ils auraient pu dire « Moi, je loue des bicyclettes. Moi, je vends des bactéries et des enzymes. Moi, je vends du service conseil. » Avez-vous vu? Déjà, il y a un premier basculement dans la manière dont ils présentent leur activité. Quand vous avez entendu parler d'économie de la fonctionnalité de la coopération pour la première fois et que vous avez un des conseillers qu'on a vu tantôt dans la salle qui vous a dit « Il me semble que ce serait bon pour toi », qu'est-ce que vous y avez vu? Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher? Une conjonction de valeurs. C'est vraiment ça qu'on y a vu. Une occasion de réfléchir sur notre place en tant qu'entreprise, notre place dans la communauté, en fonction des valeurs que l'on porte et qui sont vraiment importantes pour nous. Donc c'est pas mal ça que j'ai vu en premier lieu quand on m'a parlé de la fonctionnalité et de la coopération. Merci, Pierre. Alors, mon histoire ici est un peu semblable à celle de Dumoulin Bicyclette, parce que, en fait, il faut revenir à ma spécialité. Je suis en fait un expert en traitement des eaux usées, des eaux de façon générale. Et la compagnie, c'est avec quelques autres collaborateurs qu'on a lancé la compagnie sur la base d'une technologie
qui permet de produire des bactéries de façon différente de ce qu'on fait actuellement. Une technologie qui permet qui produit moins de carbone, moins de gaz à effet de serre. On a bâti donc l'entreprise là-dessus, mais sauf que pour pouvoir démarquer, en fait, démarquer notre offre de service, nous avons ajouté que on va offrir du service en plus des produits. Donc, au départ, on se considère comme une compagnie qui vend des produits parce qu'on part la compagnie avec un produit qu'on a, mais on a ajouté de l'expertise en bonus pour se démarquer. Sauf que après quelques années, on remarque que pour chaque kilogramme de produit qu'on vend, et on passe à peu près 5 heures d'expertise avec les clients. Et il se trouve que notre expertise, justement, les amène à ne pas utiliser beaucoup de bactéries. Donc, je commençais à me poser la question, en fait, dans quel business qu'on est. J'ai engagé des firmes de consultants pour regarder, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas, en fait, dans notre modèle. Qu'est-ce qui n'allait pas? On a penché beaucoup sur le marketing. Beaucoup de travaux ont été faits sur le marketing, mais j'étais toujours pas satisfait. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Jusqu'à ce que Émilie m'envoie cet email et décrit un petit peu l'aventure, et j'ai tout de suite répondu « Oui, j'y suis, je vais y aller ». Merci Pierre. Assez rapidement, ça a vraiment collé avec notre philosophie dans le sens où déjà à l'époque, quand Frédéric est arrivé, il y avait déjà des problèmes de main-d'œuvre, de rareté, des hausses des prix qui commençaient. Ça fait déjà 2 ans qu'on sait que ce qu'on voit aujourd'hui va arriver. Et mon premier réflexe, moi, c'était de travailler avec des concurrents ou des compagnies disons, qui pouvaient être un peu nous aider avec des expertises différentes. Puis, c'était notre premier réflexe. Alors, je me suis dit, bon, on a enfin l'occasion de travailler avec des gens qui vont nous appuyer dans une démarche qui est peut-être un petit peu différente. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Merci. Ce que je trouve intéressant dans vos 3 entrées, c'est 3 choses différentes. Donc, tous les chemins mènent à Rome, Paul. C'est-à-dire que Véronique, c'est surtout la coopération dans l'idée de faire autrement qui t'a interpellée. Toi, Pierre-Marie, c'était clairement l'idée d'être un acteur, de solutionner quelque chose à quelque part, si je comprends bien, de prendre ta place pour ça. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Et toi, Pierre, alors, l'impasse complète du modèle. De dire, alors, non, vraiment, c'est pas de l'obsolescence programmée parce que tu es dans le vivant, mais alors, c'est vraiment contraignant quand tu dis que ton propre service conseil fait que finalement, tu es amené à ne plus vendre ton produit. Là, je comprends qu'il y a un questionnement de modèle d'affaires. Et je ne suis pas payé pour le service conseil. Ouch. Paul, réaction là-dessus, les entreprises en France, pourquoi elles vont vers le FC? Oui, alors moi je note aussi quelque chose qui est la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont 3 personnes qui ont rencontré, vous avez discuté avec des gens, et j'ai l'impression qu'il y a aussi un facteur de confiance, de dire ok, bon, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais puisque tu me dis que ça va être bon pour moi, allez, je me lance. Et cette notion de confiance, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi justement dans les facteurs d'engagement autour de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération en France. Moi, je crois qu'il y a aussi une question, mais qui est, je sais bien, sous-jacente pour vous 3, qui est la question de l'engagement et des valeurs, qu'on retrouve beaucoup. Nous, en France, il y a une association de dirigeants très engagés qui a été assez porteuse au départ, qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, et qui regroupe en fait des personnes, des dirigeants qui réfléchissent beaucoup sur les questions des enjeux de développement durable. Et donc, comme la question de l'économie, la fonctionnalité de la coopération aborde ça, c'est un des autres facteurs, en complément de ce qui a été dit ici, qui les amène à ça. Si je peux me permettre, j'ajouterais aussi, effectivement, c'est très important la confiance, mais il y avait aussi une dimension, je dirais que même nos conseillers, il n'y avait pas forcément une solution à nous apporter directement, n'avaient pas forcément à nous vendre quelque chose. Ils nous ont vraiment parlé d'un cheminement. Ce qui était effectivement une grande chance pour
pour nous, là, je pense, qui pouvions réfléchir à nos modèles d'affaires avec une construction de différentes choses à venir qui vont être qui allait être un peu personnalisé, donc avec un accompagnement plus pointu. Donc c'était important cette notion-là aussi, qu'il n'y avait pas une... on va t'amener vers ça, parce que c'est ça que tu dois faire. Il y avait vraiment une démarche, quelque chose de très très intéressant en ce qui me concerne là-dedans. Ça fait 1 an et 1 semaine qu'on a démarré avec vous. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais c'est il y a 1 an et 1 semaine. On suivait notre premier module de formation sur changer de regard. Qu'est-ce qui se joue chez vous? Qu'est-ce qui a bougé comme curseur depuis 1 an dans vos entreprises par rapport à votre offre, à vos services, à votre manière de regarder votre métier? Parce que Paul l'a dit dans le cadre du Mont Énergie, on voit bien qu'il y a un basculement. Le métier, finalement, il change un peu. Et voilà, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Il y a 1 an, je me souviens bien, je me retrouvais un peu, je pense, comme vous, qui venez de découvrir l'économie de la fonctionnalité, d'être en face de quelqu'un de brillant qui nous explique quelque chose qui m'apparaît comme formidable. Ah oui, c'est une solution géniale de ne pas acheter une chaudière, mais de la louer. Waouh! Puis là, on parlait, il y avait une compagnie de scie qui finalement produisait plus de scie, mais qui les louait. Waouh, ok, c'est génial, mais comment je vais faire pour faire ça? Et puis concrètement, qu'est-ce que ça, enfin, comment je vais y arriver là? En fait, ouais, dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds? Donc le regard, on a eu la chance de toujours s'ancrer dans le réel. C'était toujours ça le leitmotiv de notre formation. Là. C'est concrètement, on avait toujours ça commençait par un bon module de théorie et de présentation, et ensuite on allait dans les travaux pratiques. Donc, je dirais que ça, moi, dans ma perspective, ça m'a permis de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que l'on faisait tous ensemble, parce que je ne suis pas tout seul, puis il y a tous mes employés qui sont avec nous. Puis, qu'est-ce qu'on offre à nos clients, qu'est-ce que nos clients nous donnent comme retour aussi, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, de réfléchir à quelle place on avait, mais quelle valeur on créait, c'est ça, qu'est-ce qui avait de l'impact autour de nous. Et c'est encore vers ça que l'on réfléchit et qu'on observe. Merci, autour de vous et à l'interne, c'est ça, on voit bien les 2 éléments. Tout doit bouger en même temps. Pierre, qu'est-ce qui se passait il y a 1 an quand un client t'appelait, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le changement en fait, c'est comme si le problème qu'on avait, on n'était pas aligné. On pensait à une logique de volume, mais en même temps, on agissait différemment pour éviter, en fait, d'aller dans... un client pouvait m'appeler, j'ai un problème, par exemple, de mousse. Peux-tu me vendre, en fait, des bactéries pour enlever la mousse? Moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller le voir et lui dire, écoutez, on va plutôt, de préférence, chercher la source, parce que moi, je peux toujours vous vendre des bactéries, ça va enlever la mousse, mais la mousse va revenir parce qu'on n'a pas, c'est pas un pansement qu'il faut. Donc, je me rends compte que mon attitude, en fait, était mauvaise pour la vente de volume. Je voulais... Donc, maintenant, la différence, c'est comme, maintenant, je comprends avec l'EFC que, voilà, je pense différent, mais j'agis et espère en fait que je vais faire du volume, mais les clients n'achètent pas parce que le problème est résolu. Maintenant, avec l'EFC, je comprends maintenant que je ne peux plus offrir en fait ce genre je ne peux plus penser en volume, il faut vraiment refaire et remanier tout le modèle d'affaires en fait, pour offrir un service
quelque chose qui intègre en fait le service et les produits quand c'est absolument nécessaire. Ça, c'est ce que l'EFC en fait m'a permis de voir clair en fait dans la différence, le gap qu'il y avait entre ce que je faisais réellement et ce que j'espérais récolter. Il y avait un gap qui est comblé. Nous, on a une logique servicielle, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est accompagner les clients. Donc, on essaie de comprendre c'est quoi leurs besoins. Ça nous encourage dans ce sens-là. Et dans ton cas, ce qui est particulier, tu l'as nommé plusieurs fois, c'est l'espèce d'inquiétude de l'économie future, qu'on doit travailler autrement. Tu as nommé plusieurs fois, entre autres, que toi, tu avais l'envie de travailler avec des concurrents pour toutes sortes de raisons. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Bien, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, ça a été. Je pense qu'on est tous à la même place à ce niveau-là. Puis nous, notre premier réflexe, ça a été de contacter des entreprises concurrentes, puis qui nous appelaient, disaient « Ah, on n'a pas de technicien. » Bon, ben, on vous en prêtez un, puis on a fait des échanges. Un avait une machine que la nôtre était cassée, on l'a empruntée. Puis on a travaillé fort comme ça, mais c'était une question de survie, parce que sinon, on ne pouvait plus fonctionner du tout. Donc, c'était vraiment ma première raison. Là. Je pense que je l'ai dit souvent, là, que c'était une question de survie. Mais ce n'est pas juste une question de survie pour nous. Pour moi, c'est une question de survie pour le Québec, pour la planète, parce que notre façon d'interagir les uns avec les autres, elle va avoir une... On ne peut pas continuer à développer. Là, il y a une finitude là, aux ressources, que ce soit humain ou matériel. Qu'est-ce qui joue en termes de difficultés ou du moins d'enjeux financiers, etc. Si tu veux nous recamper ça. Un enjeu qui vient s'ajouter au temps, c'est l'argent, évidemment. Un exemple? Un exemple concret, l'économie de la fonctionnalité, ça peut être la location. Donc, mettre sur place, mettre sur pied une flotte de vélos cargo à louer, c'est-à-dire au lieu de les vendre, de faciliter l'adoption d'un vélo cargo pour une famille. Ça peut être plus facile avec un paiement mensuel qui est moins important que de payer d'un seul coup le vélo cargo. Donc un exemple comme ça, c'est de mettre sur pied ce projet-là. C'est formidable, mais il faut acheter la flotte de vélo cargo. Et ça, c'est quand même un investissement important pour une petite entreprise. C'est un investissement qui est surtout qui met à risque la trésorerie, dans le fond. C'est une question de trésorerie à certains moments. Donc, sortir des gros montants, c'est ce qu'on veut faire, on y croit, mais on ne va pas les revoir avant longtemps aussi. Et donc, il y a une question de rentabilité à terme qui est à soulever. Là. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut quand même payer le loyer, il faut quand même payer les employés. Donc, c'est important l'argent. C'est un des enjeux majeurs. C'est quand Paul parlait de transparence puis de confiance. Et parce qu'il n'y a pas de collaboration sans transparence, puis sans honnêteté, puis sans confiance. Et c'est une des choses à laquelle on travaille à l'interne, c'est-à-dire qu'on divulgue pas mal tous les chiffres là, à l'équipe. Donc, tout le monde est au courant de ce qui rentre, ce qui sort, puis ce qui reste à la fin. Et même chose avec nos partenaires. On essaie d'aller vers ça. Puis, je ne me souviens plus quand tu avais parlé de transparence. Je pense que c'est quand que les gens travaillaient ensemble, mais ça m'avait vraiment... souvent, c'est des choses qu'on sait un peu, mais que quand que c'est énoncé de façon formelle, ça nous donne ça nous donne un coup de pied pour avancer, en fait, à chaque fois que... Et ce qui est particulier avec ce modèle d'affaires-là, c'est que, oui, il est vertueux pour l'environnement, il a des impacts sociétaux, mais vous, dans votre posture de dirigeant, ça change. Vous devez ne plus être toujours en mode solution quand vous êtes en modalité de coopération.
vous devez, à quelque part, vous mettre en situation de vulnérabilité. Oui. Non, mais dans le fond, c'est vrai que pour générer l'adhésion au sein de l'équipe, puis de générer aussi l'adhésion auprès de partenaires, faut qu'on explique les projets un peu comme d'habitude. Il faut vendre son projet. Mais c'est vrai qu'on a vu qu'il fallait essayer de pousser plus loin, de pousser plus loin ça pour justement créer des valeurs différentes, là, de créer de la valeur économique en coopérant avec d'autres entreprises, avec d'autres acteurs auxquels on n'a pas forcément pensé à en premier lieu. Là. Qui n'étaient pas forcément dans votre radar avant. C'est ça. J'imagine que dans ton cas notamment, juste pour les gens, mais quand tu te places d'une perspective à je vends des bicyclettes et je veux contribuer à des solutions de mobilité, il n'y a plus juste le véhicule en soi, il y a les enjeux d'entreposage, il y a la sécurité routière, il y a toutes sortes d'éléments dont on a déjà parlé qui rentrent en compte. Et c'est un peu difficile cet exercice pour vous, pour nous, parce qu'on essaye de vous résumer en 20 minutes tout ce qui se joue quand on réfléchit différemment avec un modèle d'affaires. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Paul. Non, moi, je veux revenir effectivement sur l'exemple de Pierre-Marie, où c'est vrai que, alors tu parlais de modèle locatif, on voit bien qu'il va y avoir plus que juste la location et la mise à disposition de vélos. Tu le disais, il va y avoir la question de l'entreposage, il va y avoir la question de éventuellement accompagner aussi la manière dont les familles qui vont accéder à cette offre changent alors il va y avoir effectivement la question de l'entretien, ce qui permet de lever l'autre point qui est celui de la transparence. En fait, c'est que il y a un moment où ça va engager les usagers à avoir ça leur appartient pas, ok, mais quand ils le cassent, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à qui paye, quoi. Et donc, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont mal entretenu? Est-ce que c'est normal, c'est une casse d'usure classique? Et donc la question là, de la responsabilité, et donc de la transparence, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez fonctionné? Parce que si c'est de la casse qui est de l'usure, il va falloir qu'on aille vers le fabricant et qu'on lui dise, écoute, il faut que tu changes un peu ton truc, là, c'est pas assez robuste. Mais si c'est de la casse qui est liée à l'usager, pour un mauvais entretien ou quoi, qui paye? Donc, on sent que c'est un modèle qui est plus vertueux, mais qui est effectivement plus complexe parce que ça prend plus de temps. Et puis, je voulais juste zoomer sur la question de l'économie. Tu me donnais en fait l'occasion de revenir sur cette question de l'économie. C'est assez simple à comprendre. Si tu vends 5 vélos cargo, ça rapporte un certain nombre de dizaines de milliers de dollars. Mais les 5 mêmes vélos cargo que tu vas mettre à disposition sur un temps beaucoup plus long, pendant tout un temps, ce que tu appelles la location, mais en tout cas ce que vont payer les usagers, ça ne va jamais faire rentrer autant d'un coup. Et il y a tout ce temps-là qu'il faut que l'entreprise arrive à financer avant qu'on gagne, alors à ce moment-là, beaucoup plus d'argent au bout du bout sur chaque vélo cargo. Mais tout le temps de la mise à disposition, souvent de location ou autre, celle-là, il va falloir pouvoir la financer. Ça, c'est une illustration de l'enjeu du financement des immobilisations. On va avoir l'occasion tantôt sûrement de prendre des questions dans la salle juste avant. Est-ce que comment les perspectives de vous dans les prochains mois, sur quoi vous voulez travailler en lien avec l'EFC, à quoi vous vous attaquez? Donc à ce projet-là, ce fameux projet de créer une nouvelle offre en fait, donc pour encore une fois promouvoir l'utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens. Puis notre spécialisation, c'est quand même par rapport aux familles, donc ça va être là-dessus. On rebondit beaucoup dans notre formation. Ce que tu viens de dire, Paul, est tout à fait, je trouve tout à fait vrai. C'est
pour sortir un peu de la logique habituelle de clients, d'une logique contractuelle. Mes clients, je vais devoir leur expliquer beaucoup ce qu'ils ont à gagner, et notamment les éduquer sur la valeur d'usage. Je pense que c'est vraiment une des clés de ce projet-là. Donc, ça va être de trouver les ressources pour expliquer ça à mes clients, pour bien expliciter les gains qu'ils ont à faire. Et puis, ouais, c'est pas mal ça, les prochains mois, c'est ce sur quoi je vais travailler. Ben, pour les prochains mois, moi, je pense que la chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est comme pratiquement marcher sur un fil, mais sans filet. C'est avoir le courage d'aller me présenter devant un client, de lui dire, mais je ne veux pas vous vendre des produits, je ne veux pas vous vendre non plus du service conseil, mais est-ce qu'on peut collaborer et trouver une façon de fonctionner ensemble de sorte qu'on dégage ce que c'est que les bénéfices que vous allez recevoir de cette collaboration-là, que l'on pourra partager ensemble. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et puis, je veux vraiment absolument approfondir ce point-là. Donc, voilà, ma priorité pour le prochain. Je crois que nous, de notre côté, on va se concentrer sur tout ce qui est, premièrement, convaincre l'actionnariat de l'entreprise qu'il y a vraiment un gain pas à travailler moins, mais à travailler mieux, autrement, réfléchir autrement l'équipe, la collaboration à l'interne, la manière des rôles, les responsabilités, mieux définir ça pour que les gens aient peut-être plus de sentiment de responsabilité, d'autonomie. Mais c'est ça. Il faut arrêter de réfléchir en volume, puis en augmentation de pourcentage de chiffre d'affaires, puis tout ça. Puis c'est très difficile de faire ça parce que c'est de cette façon-là qu'on obtient nos financements, là. Donc, oui, on va se concentrer là-dessus. Merci. Moi, ça m'inspire plusieurs choses. Dans le cas du moulin bicyclette, là, ce que ça inspire, ça illustre en fait le fait que c'est très difficile de rapatrier toute la valeur qu'on va générer. Parce que dans la valeur que tu vas générer, on parlait, ce matin, on avait des échanges informels sur la question de la santé. Bon, on peut en discuter. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que les 5 vélos cargo ou les N vélos cargo qui vont circuler, ça fait autant de grosses voitures qui ne circuleront pas. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y aura moins d'embouteillages dans les rues et il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais qui va être en capacité d'aller te rémunérer, soit parce que ce sera grâce à toi, te rémunérer ça. Donc, ce qu'on appelle ces externalités, là, tous ces bénéfices, en fait, à travers ces impacts donc, vertueux de ces modèles économiques, ben, ils sont parfois très diffus et c'est difficile de... on voit bien qu'il y a des gens qui vont en bénéficier, mais ça va être compliqué d'aller les voir. Bon. Pour autant, et c'est pour ça que je me tourne vers la question du financement par les territoires, pour autant, ça existe bien quelque part. Et là, donc, ce sont effectivement les territoires, la ville, et puis alors les générations futures, donc qui ne sont pas là aujourd'hui, donc personne n'est prêt à payer pour elles, qui sont redevables. Dans l'exemple de Pierre, c'est intéressant de marcher sur un fil et sans filet, avec quand même un aspect qui est intéressant, qui est ce que je comprends que tu nous dis, c'est finalement, je vais aller leur discuter avec eux, non pas de conseils, mais tout ce que je peux leur éviter comme problème, en fait. Et on va partir de ce que leur coûte leur problème, et on va voir si on ne peut pas partager cette affaire-là, quoi. Donc, c'est très intéressant ce que tu nous dis, c'est même plus de la vente, peut-être de la vente de produits, peut-être que je vais simplement leur dire, mais non, mais attends, si tu fonctionnes comme ça, j'ai même pas besoin de te vendre de produits, puisque tu n'auras même plus de problème, d'accord ? Sauf qu'à un moment, justement, comme il n'a plus de problème, ça va lui éviter des coûts, et c'est là-dessus peut-être qu'il faut calculer. On a dans la salle d'autres entrepreneurs de la cohorte, et on a notamment Mario Rousseau. Je ne sais pas, Mario, où es-tu? Mario, il est là-bas. Mario, est-ce que tu aimerais nous partager, de ton côté, qu'est-ce qui se joue comme enjeu avec cette nouvelle offre qui se réfléchit, c'est Intellinox? L'enjeu est un peu particulier parce que
Chez Intellinox, on a développé une technologie, un savoir-faire qui permet de réduire les gaz à effet de serre en lien avec la ventilation d'une cuisine commerciale. Notre technologie est très performante et le client qui achète notre technologie, ben, il est heureux de l'avoir, mais quand il l'a, il n'a pas besoin d'une deuxième. Puis comme on l'a bien conçu, ça ne brise pas, fait qu'il ne nous appelle pas pour le service. Fait que c'est pas très gagnant pour nous autres. On va saturer le marché sur cette base-là. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est il y a certainement quelque chose qu'on peut faire différemment, puis qui nous permettrait de rentrer sur le marché avec une offre de service qui est beaucoup plus large que ce que notre technologie fait. Et cette technologie-là qu'on a développée nous amène à développer un savoir-faire qui a une grande valeur. Mais cette valeur-là, elle est bonne en autant qu'on peut la monnayer, puis en autant qu'on peut la mettre au service de nos clients. Puis, comme un de nos distributeurs disait, ben c'est simple, faites votre produit un petit peu moins solide, de sorte qu'on ait des appels de service. On s'est dit, non, ce n'est pas dans nos valeurs. Nos valeurs, c'est que ça ne brise pas. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on change notre modèle d'affaires. Puis quand Kevin et Philippe m'ont appelé, puis on dit, écoute, économie de la fonctionnalité, FC, on peut faire ça. Puis c'est déjà quelque chose qui tournait un peu dans notre tête. Puis on avait 2 ou 3 projets en mode location-acquisition pour dire qu'on rentre sur le marché. Puis, fait que ça nous intéressait de voir qu'est-ce que c'était ce EFC, comment on pouvait travailler et penser différemment. Évidemment, aujourd'hui, là où on est rendu dans le processus de réflexion, c'est comme si que la restauration, le restaurant qui est notre client, c'est comme si on était à acheter une toile sur le bâtiment, de regarder tous les intrants, qu'est-ce que ça coûte en gaz, en électricité, en appel de service, en contrat de maintenance, en coût. Les restaurateurs ont besoin de savoir, vous avez été servi ce midi avec un repas, il y a ce qu'on appelle un cost food, il y a un coût sur la nourriture. Il y a toutes sortes de services qui sont offerts, mais il y a toujours un coût. Pour ceux qui viennent de Québec, avec Ashton, le rabais météo qui dit un escompte sur vos poutines que vous allez acheter en hiver, à moins 30, vous avez moins 30 de rabais. Mais ça leur coûte combien en nourriture s'ils font ça? Nous avons l'expertise de le faire. D'où le modèle qu'on veut développer, sur lequel on travaille présentement, c'est de dire aux clients, on va développer un partenariat. On n'est pas intéressé à vous vendre un service qui va faire en sorte que vous allez être captif d'une relation avec nous si vous n'êtes pas satisfait. On va plutôt bâtir un partenariat dans lequel on va valider vos intrants, voir comment est-ce qu'on peut bien le gérer, puis lorsqu'on lit des informations, lorsqu'on va chercher des informations, on est en mesure de prendre une décision. Mais si on n'a pas quelque chose dans les mains qui nous dit « ça te coûte trop cher », pourquoi qu'on réduirait le coût? Moi, je suis capable de dire « ça va te coûter X dollars en gaz pour faire tes pizzas, puis si de 8 h à 9 h le matin, tu as servi 2 pizzas, tu as grugé ton fonds de roulement de X dollars. » Je suis capable de dire ce genre d'informations-là. Ce qui est intéressant pour le client. Donc, la notion de partenariat qu'on voit dans EFC devient importante. La valeur ajoutée de ce que le client a à mettre à notre disposition est importante. Et ce qu'on a est important aussi. Donc, c'est une question de relation de confiance. Est-ce qu'on est capable de bâtir cette relation de confiance-là avec nos clients pour dire qu'on va offrir un service qui va être rentable pour lui, rentable pour nous et qui va apporter une valeur à l'entreprise plus intéressante dans le sens qu'on va avoir une offre de service qui va perdurer dans le temps. Au lieu d'avoir le client d'un jour, on a le client continuel à l'année. Évidemment, ça demande du financement parce que ça coûte de l'argent. Puis aujourd'hui, il y a différents programmes. Dans notre situation, c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de programmes avec Énergie, Hydro-Québec, Transition énergétique Québec qui subventionnent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Fait que ça nous aide à mettre sur place, si on veut, là, à avancer ce projet-là d'une façon intéressante. Puis il y a aussi d'autres programmes comme EcoLeader. On a déjà 2 cohortes de projets qu'on est en attente. On espère bien les avoir parce que ces projets-là sont des projets clés pour nous permettre de faire une collecte d'un ensemble de données qui vont nous donner les éléments essentiels pour juger de l'offre de service qu'on peut faire et de la quantifier. Parce que si le service qu'on offre ne nous permet pas de vivre, ça ne sert à rien de le faire. Il faut aussi qu'on soit capable de vivre avec.
Mais l'enveloppe actuelle, nous savons que l'intervention de notre équipe dans une entreprise, dans un restaurant donné, elle est rentable. Ça, on a cette pleine conviction. Il faut juste arriver à le démontrer au client. Ça fait partie de notre processus, notre cheminement. J'espère que d'ici à peu près 3 mois, qu'on soit en mesure d'avoir conclu un certain nombre de projets de cette nature-là, qui va bâtir notre modèle d'affaires. Puis aujourd'hui, on travaille avec des partenaires financiers là, qu'on est en consultation présentement parce que l'entreprise est en croissance. Et il y a de plus en plus de partenaires financiers qui sont allumés à l'économie de la fonctionnalité, qui sont allumés à la réduction des gaz à effet de serre. C'est l'impact que ça a au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, pour nous, ça a toujours été un cheval de bataille. Et ce qu'on souhaite, et ce qu'on est après mettre en place présentement, c'est un concept qui va couper 100% d'émissions des gaz à effet de serre en lien avec le chauffage d'une cuisine. C'est absolument là, incroyable comme technologie, mais c'est ce qu'on est après mettre en place présentement. Nous sommes dans des processus d'homologation, des processus de dérogation avec le code du bâtiment. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de ça. Donc, c'est un gros projet, mais qui va faire une différence majeure dans l'entreprise et qui va faire qu'au lieu de vendre un produit, bien, on souhaite aller dans l'économie de la fonctionnalité à large. Mais ça va prendre des partenaires financiers parce que ça coûte cher aussi. Merci Mario. Et là, vous le voyez bien, l'espèce de nécessité de bouger le modèle d'affaires. Parce qu'on le voit bien, plus on construit quelque chose de durable, ça ne brise pas. C'est le même exemple que Pierre. Je les conseille tellement bien que finalement, ils n'ont plus besoin de mon produit parce qu'ils n'en ont pas de problème. Et c'est là où on est pris, et en même temps, c'est une opportunité, dans l'idée d'amorter de la valeur aux clients pour monétiser l'offre. Merci beaucoup. Ça va être le temps de fermer la conférence et j'aurai le goût de donner le mot de la fin à Paul sous forme d'une question. Et la question est la suivante, c'est avec le regard que toi tu as de 20 ans de FC en France et tu nous vois, nous, petit bébé qui vient de naître, qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que toi tu nous donnes comme conseils et idées et écueils à éviter pour EFC Québec? Alors, je vais bien me garder de faire mon français et de venir vous donner des conseils. Au mieux, je peux vous faire un retour d'expérience. Voilà. Et puis, cette image de petit bébé que tu... en fait, il faut savoir, on l'a piqué à Pierre, qui disait ce matin, bon, je vais mal te citer, hein, tu m'excuseras, mais bon, on apprend à peine à marcher, là, donc si on nous lâche maintenant, on va se casser la figure. Alors, je vais faire un retour d'expérience là-dessus, en fait. Donc, en effet, les endroits dans lesquels ça fonctionne bien en France, c'est les endroits dans lesquels il y a eu des accompagnements dans la durée, alors qui ont pris plusieurs formes, qui ont pris parfois la forme d'émergence de collectifs, alors qu'on appelle des clubs, qui sont en fait financés en partie par les entreprises et en partie par les collectivités. Alors ça peut être des régions, ça peut être l'ADEME, hein, qui est notre agence de l'environnement, qui contribue énormément au déploiement de l'EFC en France, et qui donc ont soutenu en fait la première étape. Et puis après, c'est par cohorte, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a de nouveau, peut-être demain, 15, 20 entreprises qui peuvent se lancer. Mais les entreprises qui se sont déjà lancées, en fait, elles ont besoin de 2 ou 3 choses. D'abord, et je pense que je ne trahis pas un secret, dans les discussions qu'on a eues informelles depuis 2 jours, il y a cette question d'avoir le regard de nos pairs, en fait, de travail de pair à pair. Et où j'ai entendu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont dit, en fait, moi, ça m'éclaire énormément, ça me rassure, ça m'apporte des nouvelles idées. Ce travail de pair à pair, il est fondamental parce qu'on s'engage sur la durée. Et puis, il y en a un, à un moment, qui va avoir un problème parce qu'il a du mal à embarquer un de ses actionnaires, et puis un autre, un de ses actionnaires ou un de ses associés, puis un autre qui a dit, tiens, moi, ça, j'ai résolu ce problème. Voilà comment je l'ai résolu. Donc, ce travail de pair à pair, il est fondamental. Après, il y a d'autres choses qui consistent à... On a élaboré des dispositifs qui s'appellent « Aller plus loin », en fait, et qui consistent à plusieurs choses. Adresser la fonction, ce qu'on appelle la fonction commerciale, hein, bouge énormément. Évidemment, si mon métier,
c'est de vendre des vélos, et puis que demain, en fait, c'est de vendre un service global de déplacement, de mobilité, enfin, c'est plus du tout le même métier, quoi. Et donc, ça va me déplacer beaucoup. Si avant, je devais vendre des kilos de bactéries, et qu'en fait, demain, au contraire, je ne vais plus vendre... Enfin, tu vois, on voit bien que le commercial est déplacé. Donc, comment est-ce que ça réinterroge la fonction commerciale? Et puis, comment ça réinterroge aussi le management? Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les chefs d'entreprise, qui sont vraiment des gens qui sont habitués à penser solution, il y a un problème, il faut trouver le plus vite possible la solution, et ben, ça les déplace plutôt sur des questions de comment est-ce que je réinterroge mon modèle, et pas tout seul en plus, je vais le réinterroger avec des clients, je vais le réinterroger avec d'autres. Tu nous disais, moi je veux coopérer, y compris avec des concurrents. Enfin, tout ça, ça déplace. Donc la fonction de dirigeant aussi est très, très interrogée. Donc ça, ce sont des accompagnements qui peuvent être mis en place. Et puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais plus qui, dans la salle, disait à un moment, comment est-ce qu'on ne retombe pas, en fait, parce que quand même, on essaie d'être pionnier dans un monde, mais dans un monde qui nous attire quand même vers des logiques qui sont prégnantes partout. Donc comment est-ce qu'on ne retombe pas sur les vieux modèles habituels? Comment est-ce qu'on s'assure que effectivement on ait un impact, et on ait un impact sur le long terme? Eh ben, tout ça, ça demande d'être un peu soutenu. Parce que c'est en fait une course de fond. Et quand je dis c'est un marathon, je pense qu'en fait c'est plutôt 5 marathons. Et donc ça se court, ça s'apprend, c'est pas sur le même rythme, et ça demande d'avoir des relais. Voilà. Donc maintenant, je dis quand ça se passe bien, et je peux aussi dire quand ça se passe mal, parce qu'il y a une région en France dans laquelle, en fait, il y a eu 2 régions leaders, donc je ne vais pas dire laquelle ça ne s'est pas bien passé, mais il y en a une effectivement il y avait un très fort soutien de l'ADEME. Et puis pour plein de raisons qui leur appartiennent et que je comprends, qu'on peut comprendre en tout cas, le soutien s'est étiolé. Et bien en fait, le dispositif lui-même a disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus un endroit où on dit au chef d'entreprise, allez, tiens, tu avais dit, tu t'es engagé, viens à cette réunion-là, il n'y a plus ça. Il y a plus d'aide, un peu de coup de pouce à de l'innovation, y compris de l'innovation servicielle, hein, mais ça demande du temps, quoi. Donc, ça disparaît. Alors, il reste des entreprises qui sont sur l'économie de la fonctionnalité dans cette région-là, d'accord, donc qui perdurent et qui se développent bien. Par contre, ça a arrêté en fait de se déployer, c'est-à-dire, voilà, celles qui sont là, elles continuent, et puis, mais il n'y a plus du tout d'aspect pionnier. Il y a eu de la perte de compétences même. Voilà ce que je peux dire. Donc ça, alors j'ai pas de conseils à donner, simplement c'est ce récit-là de dire il faut vraiment le soutien sur le long terme, sans quoi on a constaté que ça marchait pas. Et ce soutien, il est lié. D'ailleurs, tiens, pardon, un point très important aussi, c'est de pouvoir mettre du dialogue avec des acteurs publics. Il y a dans des régions des endroits où on a mis en questionnement la commande publique. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors chez nous, hein, en France, je crois que 10% du chiffre d'affaires des entreprises, c'est la commande publique. Je ne sais plus si c'est 10 ou 20. C'est colossal, en fait. Donc, si tu veux, quand on peut mettre ça en discussion avec des acteurs, des acheteurs de la commande publique, c'est très intéressant parce que eux, ils ont quand même cette culture de l'impact, justement. Eux, ça fait partie de presque leur ADN, de leur mission, de dire, ouais, l'impact sur le territoire environnemental, sociétal, je le comprends bien, ça fait partie de... Donc, voilà, c'est tout un tas de dispositifs qui sont soutenus. Et puis, il faut aussi de la montée en expertise. Pardon, je suis peut-être un peu long dans ma réponse. Mais ce que vous avez fait là, et moi je souligne effectivement le courage d'avoir en même temps d'être dans l'apprentissage et dans l'accompagnement. C'est extrêmement complexe, en fait, hein, comme situation. Il faut continuer aussi d'avoir de la montée en compétences, hein, des uns des autres. Et donc, la professionnalisation, y compris des accompagnateurs, ça se structure. Il faut le structurer. Donc, il faut le penser. Il faut là aussi des endroits où vous pouvez vous retrouver et puis échanger avec des gens. Pourquoi pas continuer éventuellement à l'international, peu importe vos sources d'inspiration. Mais voilà. Donc, ce que je peux dire, quand c'est plus accompagné, quand c'est plus structuré, ça c'est fort. J'aimerais vous remercier beaucoup de vous être prêté au jeu. Pierre-Marie Legrand du Moulin Bicyclette. Merci. Pierre Neder-Fanfan de Probiosphère. Merci, merci. Et Véronique Poulain de Sphère Attest.
Merci également à Paul Boulanger de Picaya